J'espère que vous avez apprécié ce film. Pour moi, il évoque tellement de sujets que je le trouve très intéressant puisqu'il évoque aussi bien la mondialisation que le rapport de l'homme à la nature, le rapport des, des personnes qui vivent en milieu urbain face à la nature, face au monde paysan, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, tous ces sujets qui sont liés dans ce film le rendent pour ma part très intéressant. Alors, pour commencer, je vous propose peut-être de très rapidement prendre la parole pour vous présenter et puis pour exprimer peut-être votre vécu ou bien votre rapport au loup avant de parler du problème du loup en relation avec la révision de la loi sur la chasse et puis ensuite de parler des autres aspects de cette loi qui sont aussi discutés. Alors peut-être on va commencer avec Pierre Baumgart. Je suis artiste graveur sur bois avec des sujets principalement qui tournent autour des animaux. Donc je suis au contact très, très régulièrement de la faune sauvage que je vais observer patiemment. Et voilà pour le contexte. Quant au loup, le film est très bien, il montre très bien tout ce qui se passe. Ce qu'on peut dire comme naturaliste, c'est que c'est une bête qui est extrêmement difficile à voir. Donc toutes les personnes qui essayent de le voir ont toutes les peines du monde à le rencontrer. Vous avez pu voir dans le film qu'on a principalement affaire à des caméras qui filment les loups quand il n'y a personne sur place, parce que c'est une bête qui est très vigilante et qui se joue de l'observateur. Et c'est peut-être aussi le problème du loup, c'est qu'on ne le voit pas. Je pense que la présence du loup, l'idée du loup dans les contes, dans les histoires, il fait peur parce qu'on ne peut pas le connaître, parce qu'on ne peut pas l'observer. Ça, c'est une des choses qui me vient tout de suite à l'esprit. J'ai vu une fois dans un marché à Carpentras une race de chien qui est en fait un loup à 95%, qui avait toute la forme, les couleurs du loup. Et simplement, les gens passent à côté sans le voir. Donc le loup lui-même, il ne fait pas forcément peur dans sa forme. Si la personne avait été en prêt avec un ours, je pense qu'il y aurait eu un immense vide autour de la bête. Donc le loup lui-même ne fait pas forcément peur dans sa forme, mais c'est l'idée et sa présence qui fait très très peur. Et puis la deuxième chose qui me vient à l'esprit après la vision de ce film, dont il a peu été parlé, c'est qu'on parle beaucoup de troupeaux, de bétail, etc. On dit peu dans le film que les gens ont peur du loup pour eux-mêmes. Donc le loup comme dévorateur d'êtres humains, de gens. Et ça, ça crée un petit peu une psychose, à l'instar du requin en mer, à l'instar d'autres bêtes, où on a notre. C'est pas seulement une histoire de pastoralisme, c'est aussi une histoire d'humain qui est en danger. Et ça, c'est des risques qui sont pas acceptables pour la plupart des gens aujourd'hui. Donc vous avez quelques bêtes comme ça qui sont stigmatisées. Vous avez la vipère aspic chez nous, vous avez le loup, si vous allez en Méditerranée, le requin, etc. Et c'est des bêtes qu'on essaie d'éradiquer parce qu'on ne veut pas vivre avec la possibilité de pouvoir mourir de ces bêtes. Donc il y a aussi cette crainte qui est peu abordée, mais je connais beaucoup de gens qui ont peur d'aller aujourd'hui se promener dans le Jura ou dans les Alpes, simplement parce qu'ils ont peur pour eux. Donc il y a cet aspect-là, et puis après il y a tout l'aspect dont on a parlé dans le film, qui est très très bien fait, qui parle de tout l'aspect économique, notre rapport à la nature sauvage, à laquelle on laisse de moins en moins de place. Et puis évidemment, le loup, il fait partie de cette nature on ne peut plus sauvage, donc il est en première ligne des victimes de ce peu de place qu'on laisse à une nature spontanée. Merci beaucoup. Roland Hamel, quel est votre rapport avec le loup? Et puis comment vous avez ressenti ce film? Moi j'ai beaucoup aimé ce film, magnifique. Euh, on devait commencer par se présenter d'abord. Voilà, moi je suis berger moutonnier depuis ma jeunesse. J'ai travaillé beaucoup en Afrique avec les bergers transhumants, donc j'ai fait une carrière quand même de 20 à plus d'une vingtaine d'années en Afrique de l'Ouest, dans les eaux sahéliennes, Niger, Tchad et Burkina. Et Mauritanie. Et en fait, voilà, je suis revenu au pastoralisme à partir de 2011, ici en Suisse. Donc voilà. Euh,
Moi, bien sûr, j'ai beaucoup apprécié le film, c'est magnifique, des belles images. Les débats sont très bien cernés, à mon avis, vraiment. Effectivement, je crois aussi que les problèmes du pastoralisme sont ailleurs. Je pense qu'on a des plus gros problèmes avec le milieu économique, avec la mondialisation, avec ici en Suisse. Alors je vais peut-être revenir. Ça se passe en France. Hein. Il y a aussi beaucoup de distorsions par rapport à notre situation ici. Mais grosso modo, on est un peu dans le même état d'esprit. Je regrette juste un peu qu'on voit beaucoup de gens qui disent que ils ont beaucoup parlé avec les bergers, ils connaissent très bien les bergers, ils les fréquentent beaucoup, etc. Mais en fait, on ne les voit pas. À part les 4 jeunes un peu excités, là, qui sont dans le truc de médiation, et ceux qui mettent les tripailles dans le bateau aux lettres, j'ai trouvé ça très marrant. Les autres, on ne les voit pas, quoi. On ne les entend pas. C'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer le problème loup-pastoralisme sous un angle économique. On dit oui, les bergers, effectivement, on parle de production, on dit qu'il y a eu des changements dans le mode de garde, qu'il faut produire, qu'il y a la Nouvelle-Zélande qui fait concurrence, etc. etc. Mais du coup, et des subventions de l'État, bien sûr, ça aussi, on en parle aussi beaucoup. Mais on oublie de dire que si tous ces gens font ce métier-là, c'est pas pour s'enrichir. Moi, je connais pas de berger ou d'éleveur qui roule en Porsche. Okay. Donc, si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient du cœur qui fait qu'on fait ça. Les subventions, la vente du surplus démographique, donc des troupeaux qui est la destination pour la boucherie, la consommation humaine, tout ça, c'est quelque chose qui nous fait vivre les brebis, qui fait vivre les chiens, qui fait vivre un état d'esprit, des traditions, une dimension culturelle, spirituelle. L'économie, elle sert juste à faire vivre tout ça, elle n'est pas la finalité. Bon, je ne vais pas vous dire combien je gagne, mais je suis sûr que j'ai le plus bas revenu de nous tous ici. Et pourtant, je n'ai pas de jour de congé, je n'ai pas de week-end, je n'ai pas de jour férié. Voilà, je vis dedans. Et la plupart de mes collègues, c'est la même chose. Donc si on fait ça, c'est toujours un peu injuste pour nous, disons, de voir la nature du conflit et de l'opposition éleveur et naturaliste uniquement à côté de cet angle économique. Quand on dit qu'il y a eu 200 ou 300 loups tués en Suisse l'année passée, je ne sais pas, ce chiffre-là, il ne veut absolument rien dire. 200 ou 300 moutons, non Moutons, pardon. Ouais. Non, ce chiffre-là ne veut rien dire. Il ne traduit pas le stress, il ne traduit pas les changements de pratique, il ne traduit pas les bêtes qu'il a fallu achever parce ils ont un gigot à moitié bouffé, d'autres ils ont encore les poumons ouverts et ils vivent encore. Hein. Ici, on nous a montré une carcasse de brebis isolée. Bon, je veux bien, mais quand il y a des attaques de loups, il n'y a jamais une carcasse. Le minimum, c'est 3, c'est 4, des fois c'est 15. Plus les animaux qu'on fuit, qu'on ne retrouvera pas, etc. Donc, plus les troupeaux qui sont agités après pendant des semaines, plus les chiens qui deviennent ingérables parce qu'ils ont été confrontés à des prédateurs, etc. Donc, ces chiffres de quelques centaines de bêtes tuées, c'est dérisoire. Ça ne traduit absolument pas la réalité. Les chiffres des subventions ne traduisent pas la réalité non plus. Voilà, je crois qu'on a manqué ça un peu dans le film, je pense. D'un autre côté, je trouve, j'ai un doute, je dis bien un doute parce que je ne suis pas au bout de la réflexion par rapport à ça, mais sur la possibilité d'une régulation naturelle du prédateur dans notre milieu. Je suis OK avec ça, les prédateurs n'ont pas besoin de régulation, ils se régulent eux-mêmes, ils se distribuent dans l'espace, ils se régulent d'après les disponibilités alimentaires, etc. etc. Tous ces mécanismes-là, je connais. Je sais que c'est la réalité, ça fonctionne. Sauf qu'on est dans un milieu chez nous qui est très peuplé et où il y a des troupeaux. La présence des troupeaux, elle fausse complètement les mécanismes de régulation. Je ne sais pas quelle est l'escalade qu'il faut avoir entre... Est-ce qu'il faut aller à 5 chiens de protection, 10, 15, 20 dans les années à venir pour pouvoir espérer passer le cap d'une autorégulation saine des populations de loups. Là, il y a des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse.
des grands principes comme ceux qui sont énoncés ici, j'y crois tout à fait, c'est juste, c'est vrai. Mais la question, c'est dans notre milieu à nous, est-ce que c'est possible? Moi, c'est ça la question par rapport à ce débat. Sinon, je suis tout à fait d'accord que les loups valorisent notre profession. Ils ont, comme elle le dit là, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette femme là qui parle si bien là, dans le film. Effectivement, on est obligé de valoriser notre profession. On doit avoir des chiens de conduite qui travaillent correctement, on doit diminuer les troupeaux, on doit mieux gérer l'espace, on doit rester avec les bêtes, on doit mieux faire brouter différents secteurs, etc., etc. Tout ça, et avoir des chiens de protection. Tout ça, c'est notre métier, ça valorise notre métier, et je trouve ça passionnant, super. Voilà, donc je suis absolument pour la présence des prédateurs chez nous. La question, elle est au niveau maintenant de la régulation et de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Voilà. Merci. Bon, alors maintenant, peut-être Alain Ross, à part vous présenter, en même temps, vous êtes aussi cinéaste animalier. Ce serait intéressant d'avoir votre regard sur ce film. Voilà, donc moi je suis donc chef des gardes de l'environnement, donc également en charge de la gestion de la faune dite chassable, c'est-à-dire c'est les animaux qui ne sont pas protégés au sens de la loi fédérale. Alors j'ai entendu quelque chose qui va puis cinéaste animalier à côté, ben ça va me priver ça. Et dans le film, il y a quelque chose qui m'a interpellé, parce que plusieurs fois, je crois que c'est Jean-Michel Bertrand qui en parle souvent, et à mon avis avec raison, c'est qu'on sent qu'il n'aime pas tellement cette gestion de la faune, justement. On compte, on veut absolument réguler et autres. Moi, je suis confronté à ça tous les jours, c'est mon corps de métier. Et quand j'ai commencé ce métier comme garde, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec ça aussi. Puis peu à peu, quand je suis venu aux responsabilités, j'ai été confronté, pas aux éleveurs de brebis qui perdaient des animaux, mais j'étais confronté à des agriculteurs qui perdaient des cultures et des choses comme ça. Puis on se rend compte qu'effectivement, dès qu'on voit des vignerons qui perdent une bonne partie de leur vignoble, mangés par des sangliers, on sent que ça les émeut. C'est pas seulement le côté financier. Donc j'imagine chez un berger, cette émotion elle est encore plus forte que pour des grappes de raisin, heureusement. Ceci pour dire justement qu'en fait cette gestion de la faune, à laquelle je n'adhérais pas vraiment au début, je pense et je suis convaincu maintenant que dans des sociétés anthropisées comme la nôtre, c'est malheureusement incontournable. Il y a tellement d'intérêts divergents en jeu, on ne peut pas laisser la nature s'exprimer ici comme on peut le faire dans le nord du Canada. C'est pas jouable, on n'a pas assez d'espace, on a trop de contraintes, c'est malheureusement pas possible. Donc c'est une obligation de gérer cette faune avec tout ce qui va avec aussi une certaine régulation pour cette espèce. Après, par rapport aux grands prédateurs, j'étais assez content qu'il parle du renard, parce que le renard, c'est pas un grand prédateur, mais à Genève, ça reste un des plus grands prédateurs jusqu'à l'arrivée du loup, même si on avait des lynx et peut-être des loups. Toujours est-il que je pense qu'on a fait la preuve à Genève de l'inutilité des tirs des renards, très clairement. Ça fait des années qu'on ne tire plus de renards, à part éventuellement un renard blessé ou malade, mais c'est des tirs dits sanitaires. Mais il n'y a plus aucune gestion, régulation du renard, et on n'a pas du tout d'explosion de population de renards. Et moi, je crois assez à cette autorégulation. Par contre, je suis convaincu aussi que pour des motifs économiques, etc., et pour soutenir les bergers, parce qu'ils en ont vraiment besoin, il faut qu'il y ait certains tirs qui soient possibles sur les loups. Je pense que le système actuel le permet, autant en France qu'en Suisse, et ça fonctionne plus ou moins bien. Après, ce que je trouve dommage dans tout le débat actuel sur cette révision de la loi sur la chasse, c'est que c'est très très émotionnel. Alors, de la part des bergers, je peux le comprendre. De la part des chasseurs, un peu moins, puis de la part des associations de protection de la nature, un peu moins aussi. Je pense que les seuls qui peuvent vraiment faire valoir beaucoup d'émotions, c'est les bergers, justement, ceux qui perdent vraiment des animaux. Et ce que je regrette aussi, c'est que ce débat, outre ces aspects trop émotionnels à mon avis, on passe à côté du vrai sujet, parce que le loup est un des sujets, mais il y a d'autres sujets beaucoup plus importants dans cette révision. Alors, je ne sais pas si on pourra en parler ce soir, mais à mon avis, c'est...
D'accord. Oui, peut-être juste deux mots Oui. sur mon côté cinéaste animalier. Donc, vous l'aurez peut-être compris, je m'intéresse assez aux grands prédateurs parce que c'est beau, c'est spectaculaire. Je m'intéresse à leur comportement, je m'intéresse beaucoup à la relation proie-prédateur. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir observer et filmer plusieurs fois des loups en Europe. Je connais très très bien les abruzes. Je suis allé souvent aussi sur le continent nord-américain où j'ai vu et filmé beaucoup de loups. Et c'est vrai qu'on observe des comportements très très intéressants. C'est pas le mythe du grand méchant loup, mangeur d'hommes, justement. C'est intéressant que Pierre Baumgart relève ça. Dès qu'on entend que c'est absolument terrible parce qu'un loup s'approche des maisons, ça arrive tous les jours dans les Abruzzes. Il n'y a jamais d'hommes qui sont mangés. Merci. Maintenant, Julie Schnittrig-Ketenacker, peut-être aussi vous présenter et puis savoir quel est votre vécu par rapport au loup. Oui. Alors, moi, je suis la présidente de ProNatura Genève. Je suis par ailleurs, donc ça c'est mon activité bénévole, et par ailleurs je suis psychologue sociale spécialisée plutôt dans le domaine de l'éducation précoce. Donc, j'ai une histoire par rapport au loup un petit peu particulière. Je ne l'ai jamais rencontré en vrai, comme quasiment la majeure partie d'entre nous dans cette salle. J'ai grandi en Valais, dans une famille d'écologistes, et c'est vrai que je me souviens de la réapparition du loup au milieu des années 90 et qui avait fait beaucoup parler d'elle. Et puis moi, en tant qu'enfant préadolescente, c'est vrai que tout d'un coup d'entendre que le loup était là, alors qu'on ne le connaissait pas, comme vous disiez, c'est un animal qu'on ne voit pas, qu'on connaît peu, à part dans les contes et dans l'imaginaire. C'est quelque chose qui m'avait fait peur, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont résonné en moi dans ce film. C'est que si moi-même j'avais pas été, si j'avais pas grandi dans cette famille, où d'ailleurs on côtoyait aussi Jean-Marc Landry, qui était le spécialiste à l'époque, si j'avais pas été dans cette famille-là, qu'on n'avait pas pu m'expliquer et puis rassurer toutes les craintes irrationnelles que je pouvais avoir, je pense que j'aurais pu assez facilement me faire prendre comme la majeure partie de la population. Je pense que ce débat autour du loup, c'est un faux débat en fait. C'est le débat autour du rapport qu'a l'homme envers la nature et la nature sauvage. On n'a plus l'habitude d'être confronté à cette nature sauvage. On est de moins en moins dans une nature véritable, pure. On est dans une nature maîtrisée, sécurisée au niveau des avalanches, des sentiers pédestres en montagne, etc. Au niveau des animaux, etc. Et puis c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude en tant qu'être humain, d'être dans cette nature. Ce qui m'a beaucoup touchée, moi, alors en tant que spécialiste de l'éducation et de la psychologie sociale, c'est tout ce rapport dominant-dominé, ce rapport de territoire, ces menaces comme ça qui sont ressenties. Et dans ce film, j'ai été touchée par ce papa avec sa petite fille qui sont dans la nature. Pour elle a ce regard naïf, sans préjugés, où elle voit les choses, elle s'émerveille. Et puis c'est vrai que ça, c'est quelque chose pour lequel nous, en tout cas, on milite fortement au sein de ProNatura, c'est l'éducation à la nature. Et je pense qu'on peut protéger seulement ce qu'on aime. Et pour aimer, il faut connaître. Et pour moi, c'est un investissement, mais sûr à 100%, c'est d'engager depuis tout petit les enfants à être dans la nature, à la connaître, à apprendre à la connaître et du coup à l'aimer. Et quand on connaît, effectivement, on n'a pas peur. On pourrait avoir peur la première fois qu'on croise une salamandre dans un ruisseau parce que c'est noir, ça a des taches, c'est spécial, on n'a pas l'habitude. Pourquoi avoir moins peur d'une salamandre que le loup ? Voilà, tout ce qu'on connaît, pour moi, on peut l'apprécier différemment, on peut le voir sous un autre angle, avec une autre perspective, comme la question des étrangers ou autres qu'on a aussi évoqué dans ce film. Quand on connaît, on peut mieux maîtriser. Et c'est vrai que l'homme a ce besoin de maîtriser son entourage. Après, on va reparler plus tard de la loi sur la chasse. Et puis pour moi, c'est aussi dans ce contexte-là le loup qui cache la forêt. Parce que ce débat, alors même si la révision avait été entamée à l'époque en 2014 par une motion d'un député grisonnois qui voulait une gestion plus pragmatique de la régulation du loup, au final on parle beaucoup du loup, mais c'est pas la question. Cette loi, elle a des impacts beaucoup plus larges, on en parlera tout à l'heure, mais encore une fois on est dans ce débat émotionnel. Le loup, c'est accrocheur. On a encore eu
lu la semaine dernière ou il y a 2 semaines un titre de la Tribune de Genève qui disait la bête aux portes de Genève. Pourquoi en 2020 on parle de la bête? Voilà, c'est encore une fois cet animal mythologique qui fait peur et puis qui suscite voilà, des émotions chez les gens. Donc, je pense que le débat, il est aussi biaisé à travers ce genre de vocabulaire qu'on peut utiliser. Merci. Moi, j'ai envie de me tourner maintenant vers Florence Henry. Vous nous avez raconté 2 contes sur les loups tout à l'heure. Est-ce que votre image du loup a changé après ce film? Est-ce que j'ose vous demander de vous mettre face au micro? Jusqu'à ce que la lumière soit verte. Voilà, Oui. voilà, oui. Alors, évidemment, le loup qu'on rencontre dans les histoires, dans les contes, n'est pas le même que celui qu'on peut voir dans la réalité, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Oui, le loup dans les contes, il est certaines fois représenté. Il y a donc beaucoup d'histoires de loups-garous. Hein, j'en ai raconté une, mais il y en a énormément de ces histoires-là, d'hommes qui se transforment à certains moments en loups. Et puis dans les contes pour enfants, évidemment, c'est le loup qui va faire peur aux enfants dont on va parler, qui fait peur. Et puis sans ça, j'ai regardé un petit peu aussi dans les histoires au Moyen-Âge aussi d'Isengrin, le loup avec le goupil, le renard. C'est toujours le goupil qui est le malin, alors que Isengrin il est plutôt présenté comme un bêta, quoi. Enfin, voilà quelques réflexions. Merci. Alors maintenant, cette peur du loup, j'ai lu à plusieurs reprises qu'il n'y avait eu quasiment aucune attaque d'humains par des loups dans toute l'Europe, y compris des régions où les loups ont toujours vécu, notamment en Italie. Est-ce que vous pouvez me confirmer ceci ou bien est-ce que... Oui, on peut même étendre ça au continent nord-américain. Il y a quelques attaques, mais les seules attaques documentées, c'est sur la base d'un problème qui a été créé par l'humain. C'est l'humain qui a acculé un loup dans un coin, ou une chose comme ça, où c'est un animal blessé, et puis l'humain a été voir ce loup. Mais il y a toujours eu un comportement humain défaillant. C'est jamais le loup qui va attaquer pour manger l'homme. Ou alors, ça peut être des exceptions, c'est des loups enragés, mais la rage, elle a disparu d'Europe depuis belle lurette. Alors c'est clair que si la rage revient, là, on peut avoir quelques soucis, c'est une bête puissante quand même. Mais moi, c'est ce que je dis toujours aux gens dans le cadre de mon travail. N'importe quel animal sauvage a un potentiel dangereux. Je veux dire, vous prenez un écureuil à main nue, vous prenez des risques. Simplement, le potentiel il est moins important qu'avec le loup ou un ours. Voilà. C'est pas plus dur que ça. Merci. Et, par rapport à la question des bergers, du côté de Pronatura, comment vous voyez la situation? Est-ce que les mesures qui sont prises actuellement par la Confédération sont suffisantes? Est-ce que la loi prévoit de meilleures mesures ou pas? Alors c'est clair que les mesures qui sont prises aujourd'hui pour les protections des troupeaux sont des mesures qui existent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, près de la moitié des troupeaux sont non surveillés en Suisse, ce qui génère effectivement des attaques potentielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la totalité des morts de brebis ou de troupeaux ovins, c'est quasiment moins de 10% d'attaques de loups qui sont répertoriées. Donc, la majeure partie, sur les 4700 qui sont à peu près répertoriés de décès par année, 4200 sont liés à des morts soit naturelles, de maladies, de chutes, de foudre ou autres. Et puis sinon, les attaques de loups sont très anecdotiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la population de loups, elle augmente. On est aujourd'hui à peu près 80 loups, entre 80 et 100 loups en Suisse. Et malgré le fait qu'on augmente cette population de loups, le nombre d'attaques par loup diminue. Donc on est quand même dans une progression qui n'est pas menaçante aujourd'hui par rapport aux troupeaux.
Après, évidemment on considère voilà, tout l'aspect dramatique quand un troupeau se fait attaquer, quand un berger voilà, effectivement, il a une affection pour ses troupeaux, pour ses bêtes. Elles se retrouvent, un matin, il en retrouve 5 ou 10 qui sont mortes sur son terrain. C'est clair que c'est des choses qui sont déplorables. Et il existe aujourd'hui dans la législation actuelle des mesures de compensation. Il y a des mesures de protection qui peuvent être mises en place. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont à soutenir et qui sont à favoriser, qui pourraient même être mieux réglées dans une législation. C'est vrai que pour nous, aujourd'hui, en tant qu'association ou organisation de défense de l'environnement, c'est pas tant ça la problématique, mais c'est plutôt que, en fait, cette loi, elle ne répond pas au principe de non-régression des textes législatifs, et puis elle saisit pas l'occasion de pouvoir protéger des espèces qui sont menacées en Suisse. Et on parle que de la question du loup, alors qu'il y a tout un tas d'autres espèces qui sont aujourd'hui soit protégées et qui pourront être régulées de manière facilitée, ou alors des espèces menacées qui ne sont pas protégées suffisamment. Merci. Je vais peut-être me tourner vers Pierre Bongard. Est-ce que dans la nouvelle loi, le fait qu'on puisse continuer de chasser le lagopède ou bien la bécasse, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Un grand problème, comme le problème du loup d'ailleurs, mais c'est toujours le rapport, quelle place on va laisser à un petit bout de nature sauvage. Le problème, c'est que chacun y va de son envie, de ses besoins. Moi, je rêve d'une nature avec des équilibres assez forts, avec des espaces sauvages dans lesquels la nature puisse vraiment s'exprimer librement. Le problème dans un petit pays comme la Suisse, c'est que tout le monde se marche dessus. J'ai rien contre le fait qu'une ou deux personnes aient tiré un lagopède ou un tétralyre sur le principe. Mais ce que l'on ne dit pas là-dedans, c'est que ces espèces sont très très fortement menacées par le ski, par le tourisme, par beaucoup d'autres facteurs. Donc aujourd'hui, si on veut la subsistance de ces bêtes, on ne peut plus les chasser. Ça, c'est juste pas possible. Il faut les laisser souffler. Donc c'est dommage parce que ça va punir quelques personnes qui sont peut-être des personnes qui aiment la montagne, qui aiment marcher, parce que c'est des oiseaux, il faut aller les chercher pour les tirer. C'est entre guillemets une belle chasse. C'est une chasse de montagnard, c'est une chasse de tradition et tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre. Le problème du loup dans les pâturages, etc. Bien sûr qu'il y a le problème du loup, mais on ne parle pas de tous les randonneurs, de tous les chiens, du ski de fond, des motoneiges. Il y a des gens partout, en tout temps. Donc on essaye de gommer juste le petit truc qui nous embête, mais il faudrait peut-être regarder le problème dans son entier. Donc sur le principe de chasser ces oiseaux, pourquoi pas, mais pas quand il y a tous ces problèmes de montagne, d'occupation humaine, etc. Moi, j'aimerais pas les perdre. La bécasse aussi, c'est une chasse qui est sans doute très intéressante pour ceux qui la pratiquent. Il y a des hécatombes de bécasses partout ailleurs en Europe. C'est un oiseau migrateur. On en a de moins en moins. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Il faut pouvoir protéger sainement, parce que ces choses qui disparaissent, elles ne reviennent pas comme ça. Le loup, il a mis du temps à revenir. Je suis très content qu'il soit là, parce qu'il représente un respect qu'on doit avoir envers la nature. Il représente des grandes forces en jeu. Et je suis heureux que ces forces-là existent. Le loup, il tient son environnement. Quand un loup n'est pas là, la forêt n'est pas la même. Quand on s'y promène, c'est comme s'il manquait quelque chose. Et ces remparts, ces choses qui nous font peur, c'est aussi des choses qui nous font grandir, moi, elles me rassurent, comme la foudre, comme des vents, comme des inondations. C'est des grandes forces naturelles qui, si elles n'existent pas, on entre dans une nature de parc et promenade, avec des panneaux, des sentiers en tout venant, et c'est plus la nature. Et aujourd'hui, on doit se battre pour conserver la nature. On est obligé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je crois, oui. Quand le projet de révision de loi fédérale sur la chasse a été mis en consultation, sauf erreur, le canton de Genève avait plutôt approuvé ce projet avec quelques petites réserves. C'est bien exact? Le canton avait approuvé avec quelques réserves, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects de cette loi. Vous avez parlé d'espèces qu'on n'est pas prêt de voir à Genève, à part la bécasse, de temps en temps en migration, mais voilà, puis il n'est pas chassé à Genève. Donc c'est vrai que le canton de Genève était moins concerné peut-être que d'autres cantons.
Après, sur certaines questions de principe, il avait émis des réserves, hein, clairement quand même. Et puis là où il a émis beaucoup de réserves, c'est sur l'ordonnance qui est en consultation, consultation qui vient de se terminer, où là il y a beaucoup plus de réserves. Mais disons que pour en revenir à cette loi fédérale, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'en fait c'est une loi qui manifestement ne contente personne. On le voit avec les résultats actuels des sondages. Ouais. Ouais, et moi qui travaille sur la base de cette loi tous les jours, depuis de nombreuses années, j'arrive bien à faire mon boulot. Je pense que c'est une loi, donc la loi actuelle qui est en vigueur. Je pense qu'on peut se permettre de travailler encore avec, et puis peut-être de remettre l'ouvrage sur le métier pour avoir une loi peut-être un peu plus consensuelle, plutôt qu'une loi qui contente manifestement personne, qui est vraiment... ouais, parce que le projet de base était très différent du projet qui est mis en votation. Ça, je pense qu'on peut le souligner. C'est un projet qui a été dénaturé par les interventions des députés aux chambres fédérales. Si je résume un petit peu, oui. Oui. Ouais. Je vais peut-être me tourner un peu vers la salle pour voir s'il y a des personnes qui voudraient prendre... Ah, d'accord, oui. Ouais. Oui, moi j'aimerais amener quelques précisions quand même par rapport à la protection des troupeaux et aux mesures qui sont existantes. Je crois qu'on a ici en Suisse, on a un programme quand même excellent par rapport à ce qui se passe dans les pays voisins pour aider les éleveurs et les bergers pour la protection des troupeaux. Donc on a le programme d'Agridea avec l'association Chiens de protection de troupeaux. Qui travaille beaucoup avec des spécialistes des Abruzzes aussi, donc avec 2 races de chiens de protection qui sont le Marem Abruzzes et les montagnes des Pyrénées. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les efforts qui sont faits de sélection des lignées, de tous les tests comportementaux qui sont exigés pour ces chiens et pour les reproducteurs, etc., avant que ces chiens puissent être mis en situation. Il y a vraiment des gens qui font un boulot formidable derrière. Il y a des soutiens financiers aussi pour l'acquisition des chiens, pour leur entretien. Donc il y a vraiment un bon boulot qui est fait. On a aussi dans la loi pour la chasse un renforcement de ces mesures. Parce que la loi sur la chasse, la révision, disons, voudrait renforcer justement l'exigence de protection. Ça veut dire que la protection des troupeaux se fait sur 3 aspects. 1, berger permanent. 2, possibilité de parc de nuit, donc de pouvoir parquer les bêtes en dehors des heures de pâture, ça peut être aussi le jour. Et chiens de protection. Alors, chiens de protection agréés donc, par la Confédération, donc les chiens du programme Agridea, bien sûr. Donc il faut au moins 2 de ces 3 mesures pour pouvoir être indemnisé en cas d'attaque. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, on peut toujours être indemnisé, même si les mesures de protection ne sont pas mises en place. La loi, elle va permettre maintenant d'obliger les éleveurs de mettre en place ces mesures de protection pour pouvoir prétendre à des indemnisations. Là, on parle donc d'argent, hein, je suis désolé. Mais par contre, il se pose le problème pour tous les alpages et les éleveurs qui sont reconnus non protégeables. Ce cas-là est prévu aussi parce que après expertise, donc quand vous demandez des chiens de protection, il y a une expertise qui est faite, ça prend un certain temps. Si après expertise, la zone est déclarée non protégeable pour X raisons, par exemple des filets de randonneurs continuelle et impossibilité de mettre des chiens de protection, par exemple, ou des questions de relief ou autres, les indemnisations seront possibles quand même. Donc, on a déjà un très bon système, je pense, ici en Suisse, et on peut encore il va être amélioré par la loi, et je crois qu'on est déjà dans une bonne direction. Voilà. Par contre, il me semble qu'on n'a pas dit quand même que la révision pour la loi prévoit aussi de retirer de la liste des espèces chassables une 12aine d'espèces d'oiseaux, et puis que la chasse à la bécasse, je suis comme vous, je ne comprends pas qu'on puisse chasser les bécasses ou les lagopèdes, mais bon. la période de chasse va être réduite aussi d'1 tiers, si j'ai bien compris. Donc il y a pas mal d'espèces pour lesquelles la période chassable va être réduite. Je crois qu'il y a aussi pas mal d'aspects comme ça qui sont
assez sensibles et pour lesquels, bon, on n'est souvent pas très compétent pour savoir si c'est efficace ou si c'est... Là, je crois qu'il faut vraiment les spécialistes, quoi. Je crois que Alain Ross voulait répondre. Je crois, une douzaine ou une quinzaine d'espèces de canards qui seront plus chassables. C'est là qu'on voit que cette loi a connu une évolution un peu bizarre entre le projet initial et le projet mis en votation. C'est qu'en fait, c'est des petites choses qui étaient données comme ça, justement, pour appâter le challenge, j'ai envie de dire. Parce que parmi ces espèces, il y en a qui n'ont jamais été vues en Suisse. Donc c'est comme, c'est un député valaisan qui disait ça, et je reprends parce que j'ai trouvé ça pas mal. Je veux dire, c'est comme si on interdit le tir de la girafe en Valais. Ça ne va pas changer grand-chose. Et puis ces espèces de canards représentaient 2% de tous les canards tirés en Suisse. Donc on est vraiment... c'est pas significatif. Ouais. D'accord. Quelqu'un veut rajouter un mot là-dessus? Non. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ces effets d'annonce, voilà, que sur 15 espèces de canards, il y en a 12 qui sont retirées de la liste des espèces chassables, c'est totalement des trompe-l'œil, puisque, effectivement, elles représentent que 2% des espèces qui sont chassées en Suisse. Tout comme la diminution de la période de chasse de la bécasse, voilà, elle est diminuée sur une période où, de toute manière, c'est une infime partie des bécasses qui sont chassées pendant cette période. Donc, en fait, ce n'est pas une amélioration de protection pour toutes ces espèces. Mais effectivement, il y a ces effets d'annonce. Donc, voilà, on se donne bonne conscience en annonçant toutes ces mesures qui sont, au fond, pas une véritable avancée, en tout cas pour la protection de ces espèces menacées. Merci. Oui. Une chose pour rebondir donc, par rapport aux moyens de protection supplémentaires que la révision donne pour la protection des troupeaux, etc. Je pense qu'il y a une chose qui manque dans cette révision, c'est vraiment un soutien aux bergers eux-mêmes, c'est-à-dire à la personne, parce que ça, la loi n'en parle pas du tout. Et quand je discute avec les bergers des Abruzzes, par exemple, ils me disent tous qu'ils ont très peu de pertes grâce aux grands prédateurs, parce que le berger est là. S'il n'y a pas de berger, il y a beaucoup d'animaux perdus, vous l'avez dit avant, ou malades, etc. Alors qu'avec un berger, les animaux ils sont surveillés, il y a très peu de maladies, il y a très peu de morts en dehors d'éventuelles prédations, mais ça a un coût. Et ça, très clairement, il faut l'accompagner. On ne peut pas, comme ça, en 20 ans, demander aux bergers, aux éleveurs qui changent complètement leur structure, etc. Je pense qu'il faut plusieurs dizaines d'années et je crois que l'homme est un peu trop pressé. On devrait travailler comme des forestiers. On veut trop voir le résultat de nos actions. Alors, j'ai envie d'être un peu provocateur, mais vous avez parlé d'un peu de mesures trompe-l'œil ou symboliques pour faire passer la pilule. Est-ce qu'en même temps, on va donner une partie de la responsabilité qui est actuellement gérée par la Confédération aux cantons qui sont concernés, notamment pour le tir du loup, et quand on sait que le Conseil d'État valaisan a déclaré son soutien à l'initiative cantonale pour un Valais sans grands prédateurs, on peut vraiment se poser des questions aussi avec la question des braconnages des lynx qui a été toléré pendant des années en Valais, comme des études l'ont montré. Roland voulait encore dire quelques mots. Oui. Puis après, je vais passer la parole à ceux effectivement, c'est questions. peut-être quelque chose que la loi a manqué, c'est ce renforcement, parce qu'actuellement, il existe dans les paiements directs un supplément de paiement direct au tenant d'alpage pour la présence d'un berger permanent. Ça existe déjà, mais c'est une part. Hein. C'est pas, ça ne représente pas complètement le coût. Et il faut bien se dire que chez nous, par exemple, c'est le cas. Avant, moi, ça fait la 3e année que je suis sur l'alpage où je suis maintenant. Avant, c'était toujours un berger. Maintenant, il y a moi plus un stagiaire. On est obligé d'être 2. Seul, ce n'est pas possible parce que le mode de garde a complètement changé. Voilà, ça nous a obligés à construire un abri quelque part. Il y a énormément de coûts, de temps, de choses supplémentaires qui pourraient être pris en compte et améliorés. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, oui, vous disiez par rapport à ces histoires-là de braconnage. Moi, je trouve j'ai trouvé qu'il y a un peu un mélange... pas très sain, quoi, de mélanger la révision de la loi sur la chasse avec ces histoires de braconnage. Pour moi, ces histoires de braconnage qui se sont passées en Valais, je veux dire, la télévision a fait un gros buzz avec ça.
Mais les journalistes, je suis désolé, n'ont mal fait leur travail, à mon avis. Ces histoires qui sont sorties à la télévision, tout le monde le sait en Valais. Moi, je ne suis pas valaisan, je n'habite pas en Valais, et puis pourtant, je connais les noms de ces gens. J'ai vu la photo de ce garde-faune qui tient 2 lynx par la peau du cou. Je connais le neveu de celui qui a été pris avec des aiglons qu'il a dénichés pour les revendre, et celui qui a organisé la chasse de ce grand cerf mythique qu'on appelait l'aviateur dans la forêt d'Herborance. Enfin, je veux dire, tout le monde en Valais connaît ces histoires. Si le travail des journalistes s'arrête à colporter ce genre de choses sans mettre le doigt sur le problème, à mon avis, ils ne font pas leur travail. Pourquoi est-ce que ces gardes-faunes qui posent problème sont toujours en service? C'est ça la vraie question. C'est là le vrai travail du journaliste. Parce que ce n'est pas une affaire de loi sur la chasse, ça. C'est une affaire de droit civil, c'est une affaire de corruption, et c'est une affaire de je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais pour moi, quelques individus qui se livrent au braconnage, à la corruption, et qui se comportent de cette façon, ça ne reflète pas l'entier du monde des chasseurs, et ça ne reflète surtout pas le service de la faune. Je crois que le service de la faune, ils aimeraient bien mettre fin à ce genre de pratiques. S'ils ne le font pas, s'ils ne le peuvent pas, pourquoi? C'est ça, pour moi, la question. Et ça n'a rien à voir avec le débat. Moi, je trouve que ça a quand même un rapport, si je peux me permettre, dans le sens que justement la révision de la loi donne plus de responsabilités, de pouvoir au canton. Donc avec la pression et puis le fait que par exemple un ancien conseiller d'État valaisan, alors qu'il était en place, avait donné une autorisation de tir d'un loup, alors que la procédure de recours n'était pas terminée, et puis qu'après il l'a affiché dans son bureau en l'appelant effet suspensif, oui. Ça interpelle. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, tous les gens du service de la faune du canton du Valais vont se comporter comme ça? Est-ce que ça veut dire que tous les politiciens vont se comporter comme ça? Je pense qu'on devrait aussi faire confiance à notre système démocratique, on devrait faire confiance à l'Office fédéral de l'environnement, et qu'on devrait aller de l'avant avec ce genre de problèmes, et puis les aider à résoudre peut-être les problèmes à l'interne. Mais bon, c'est peut-être un débat un peu parallèle. Moi, je trouve que c'est un débat un peu parallèle on a affaire à un débat scientifique, à mon avis, dans lequel on n'est pas forcément armé, qui est un débat entre biologistes, éthologues, spécialistes de l'environnement, écologues et écologistes. Et là, on a affaire à un problème de police, je trouve. Des questions? Non? Oui, merci. Alors, ce n'est pas une question légale, c'est plus une question comme ça de projection sur la façon dont l'homme et la nature se mélangent. Est-ce que le loup étant revenu en Suisse, voilà, une densité très forte, donc des nouveaux modes de cohabitation de ces deux espèces-là, il y a beaucoup de films qui parlent de la façon dont on a besoin, dont on a redécouvert la place du loup dans une forme d'écosystème, que ce soit dans des fermes ou dans les vallées où il y avait des barrages, et puis on a enlevé le barrage aux États-Unis, puis les loups sont revenus, puis ça a recréé tout un tas de trucs super. Est-ce qu'on peut envisager une collaboration, alors je vais dire 2.0 pour dire que c'est pas la même que maintenant, mais que c'est celle du futur, où le loup aurait une nouvelle place avec l'homme, et où en fait on pourrait se dire que plus de loups égale des trucs mieux pour tout le monde. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer, parce qu'on est en transit vers une relation humanité, enfin homme et milieu naturel, ou pas du tout, parce que voilà, on n'est pas piégé, mais on est contraint de voir que le loup il a besoin de territoire qui vient et qu'il a passé, si l'homme en a trop. Voilà, est-ce qu'on est piégé par cette logique-là? Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il y en ait d'autres? Qui veut répondre? Tout le monde. Je sais pas. Moi, je répondrais oui. Point final. Moi, je serais un petit peu moins affirmatif, dans le sens où je pense que personne ne peut prédire l'avenir sur aucun sujet, mais qu'on ne peut pas dire que ça ne marche pas si on n'a pas essayé. Et ce qu'on sait par rapport au loup, c'est que là, on a parlé des problèmes des brebis, des problèmes éventuellement sur du gibier, etc. Mais si on prend par rapport à la forêt, en Suisse, on a beaucoup de forêts de protection. D'ailleurs, les forestiers suisses sont plutôt défavorables à cette révision parce qu'ils voient le rôle utile, justement, du loup, qui
Vous pourriez le décrire, Qui peut-être ce s'en rôle prend aux utile. ongulés qui mangent la forêt. Alors c'est pas le loup, il ne faut pas rêver non plus. Hein, c'est pas le loup qui va réguler complètement les cervidés. L'homme a chassé depuis la nuit des temps et puis l'homme va continuer à chasser. Puis je pense que c'est utile aussi. Mais clairement, si on veut des forêts avec des rajeunissements naturels et des forêts de protection, etc., il faut que le loup et l'homme collaborent. Oui. Oui, de manière du coup plus concrète, qu'est-ce qu'on peut attendre si demain la révision est acceptée finalement à Genève? Parce qu'on a vu, on n'a pas vraiment de loups à Genève, enfin pas vraiment de population installée, on va dire. Et puis la chasse est interdite à Genève, donc concrètement, les Genevois ne sont pas toujours très concernés par cette révision de la loi sur la chasse, étant donné que ça dépasse un petit peu la plupart des gens, déjà parce qu'il n'y a pas de chasse, parce qu'il n'y a pas... On parle beaucoup du loup et des grands prédateurs qu'on n'a pas forcément ici. Mais si demain la révision est acceptée, concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Alors c'est vrai qu'ici à Genève, il n'y aura pas un immense chamboulement avec cette nouvelle loi ou avec l'ancienne. Oui, il n'y aura pas des grands changements parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces concernées par les changements qu'on n'a pas encore à Genève ou même si on a le loup. Oui, ce qui pourrait changer, c'est qu'on ait un loup, ce qui est peut-être déjà arrivé. On a eu des doutes. On peut avoir un loup qui vient se perdre un petit peu proche d'un village. Et ce que permettrait la loi, alors est-ce que quand on le fera ou pas, ça sera à voir, mais je veux dire, la révision permettrait de tirer ce loup parce qu'il attire l'attention. C'est d'ailleurs une chose sur laquelle le canton a fait une grosse réserve dans l'ordonnance, c'est sur la définition de ce que l'animal attire l'attention. Donc, la loi en elle-même, il n'y aura pas un grand chamboulement pour la gestion à Genève. Par contre, avec l'ordonnance, alors là, on ne sait pas comment elle va se terminer, l'ordonnance. Hein. Il y a beaucoup de cantons qui ont fait des réserves sur cette ordonnance, donc on ne sait pas comment elle va sortir si la loi passe. Mais c'est vrai que le projet d'ordonnance, en tout cas, là, il y aura pas mal d'impact pour le canton. J'ai une question encore concernant le loup. Beaucoup de ces loups vivent sur les frontières limitrophes d'autres pays, avec l'Italie, avec la France, ou je ne sais pas si l'Autriche aussi a des loups. Comment ça se passe dans ces pays? Donc, si on votait pour le tir, est-ce que quand ces animaux traversent la frontière, ils sont protégés? Par exemple, à Genève, on ne tire pas les sangliers, mais lorsqu'ils traversent la forêt, ils sont tirés. On en tire 2-3 par année. Oui. Le problème, il a été en partie évoqué dans le film, c'est que vous avez affaire à beaucoup de gens qui ne pensent pas que les loups reviennent naturellement. Donc il y a encore toute une frange de la population qui pense que les vipères ont été lâchés en hélicoptère, que les loups sont amenés dans les coffres des voitures. Donc il y a déjà beaucoup de gens qui nient le fait que les loups migrent. Donc c'est déjà compliqué. Maintenant, ce qui est intéressant de relever, qui n'est pas beaucoup dit, toutes les meutes s'installent dans des régions où il y a beaucoup de cerfs. Parce que la proie du loup, c'est le cerf. Le mouton, il en trouve, il y a des problèmes avec le mouton, mais les loups ne s'installent pas près des bergeries, ils s'installent dans des endroits où il y a des grosses populations de cerfs. Et ce qui est intéressant de relever, puisqu'Alain Rauss en parlait à propos des forestiers, il y a un film qui est sorti grand public qui s'appelle Quand les loups changent les rivières, qui évoque le problème de la cascade trophique, qui est un problème dont on parle depuis très longtemps, mais qui est revenu un peu au goût du jour au parc de Yellowstone aux États-Unis, où c'est un très vieux parc dans lequel un certain nombre d'études ont été menées pendant 50 ans, alors que le loup n'était plus présent, il était éradiqué. Et voilà 50 ans, les loups ont été réintroduits, ceux-là. Donc ils sont effectivement, ceux-là sont venus dans des coffres de voitures. Et depuis, on a continué les études dans ce parc et on a donc un bilan sur une centaine d'années de 50 ans sans le loup et 50 ans avec les loups. Et on s'est rendu compte que les loups dispersent les cerfs. Donc c'est pas qu'ils tuent tous les cerfs, mais ils les empêchent de stationner à certains endroits qui sont favorables pour eux. Notamment en hiver, ils ne vont pas se mettre les pattes dans la neige, ils descendent dans les fonds de vallée. Ils auront tendance à piétiner les fonds de vallée et d'empêcher de ce fait un certain nombre de végétaux, dont des saules ou des choses comme ça, qui vont abrutir, donc manger et piétiner. Et la présence des loups, alors ça ne se fait pas sur quelques années, mais sur 50 ans,
tous ces cervidés se dispersent de par la présence même des loups et permettent à un certain type de végétation, notamment dans les fonds de vallée, de se développer différemment. Donc la forêt est gagnante, si vous voulez, et la conclusion de ces films, c'est de dire que le loup modèle après tout son environnement. En fait, sa présence est très importante parce que la rivière va se restructurer, les arbres vont pouvoir repousser, des castors vont arriver qui vont manger ces arbres, ils vont créer de nouvelles structures de rivières en créant des petits lacs. Ces lacs vont attirer d'autres espèces d'oiseaux qui vont attirer d'autres espèces. Voilà. Et puis il y a tout un mode de vie qui se remet en place d'une nature qui est beaucoup plus naturelle. Alors c'est intéressant de noter que par exemple dans la présence des loups dans les Calanda ou dans des régions où ils sont connus depuis longtemps, les forestiers qui avaient beaucoup de problèmes avec la gestion des cerfs, puisqu'il y avait en l'occurrence une surpopulation de cerfs en certains points de la forêt qui avait tendance à l'abîmer. Le cerf n'abîme pas la forêt normalement, mais dans des conditions un peu artificielles, il peut le faire. Et donc les loups ont permis aux forestiers de régler un certain nombre de problèmes. Et je crois que les forestiers dans les Grisons et au Tessin ne voient pas du tout le loup d'un mauvais œil. Ils le prennent plutôt comme un partenaire. Pour ce problème de forêt. Oui. J'avais une question. En fait, si la loi est acceptée ou refusée, en fait, quel serait votre point idéal qu'il faudrait transformer si la loi n'est pas acceptée ou rediscuter absolument si elle est acceptée ou refusée, mais quel est le point essentiel qu'il faudrait changer ou revenir avec la loi pour la modifier absolument de manière essentielle. Et puis l'autre question, mais ça nous concerne plutôt nous, c'est aussi par rapport à la prédation des moutons, c'est aussi qu'est-ce qu'on, nous, dans notre style de vie, est-ce qu'on est prêt à mettre pour notre nourriture. Mais ça ne concerne pas seulement les moutons, mais au fond, c'est aussi un moment où on est en train, en ville, à Genève, d'idéaliser la vie, soit pastorale, soit animale. Et puis en fait, en même temps, on est en train de faire cette prédation nous-mêmes atroce sur toute la planète. Donc en fait, le pire des prédateurs, c'est nous quand même. Donc on est le chef de la bande. Donc, mais maintenant, voilà, comment est-ce que vous voyez un des points à réviser sur cette loi, qu'elle soit acceptée ou refusée, puisqu'on est partagé. Bon, peut-être, je pense que ce que le nouveau texte perd, en fait, c'est cette espèce de compromis qu'il y avait dans la loi de 1986 entre un équilibre entre la protection, la régulation et la chasse. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que pas mal de mesures de protection disparaissent du nouveau texte, et c'est vrai que ça en fait une loi qui est déséquilibrée, qui, en tout cas pour les organismes de protection de la nature, est complètement anachronique par rapport à ce qui est aujourd'hui dans les textes politiques, dans les accords, dans les stratégies cantonales et nationales en termes de biodiversité. Et c'est vrai qu'on perd toute cette notion d'équilibre et on rate l'occasion en fait d'introduire des protections renforcées par rapport à ces espèces-là. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fragilise par rapport à la loi d'aujourd'hui. Il y a aussi des ajouts inutiles ou des choses non claires, comme par exemple les tirs préventifs qui pourraient être faits sur des espèces protégées comme le loup, le bouquetin, qui sont sur des seuls aspects subjectifs. Donc voilà, on pourrait tirer un loup parce qu'il attire l'attention, parce qu'il s'approche un peu trop. Et c'est vrai que ça, en tout cas au niveau juridique, ça va poser problème, et on l'a déjà vu par rapport à des interprétation de ce danger. Et c'est pour ça que finalement la question confédération-canton, elle n'est pas si anodine, et pour moi elle rajoute aussi un volet qui ne va pas dans cette révision de la loi, c'est que la coordination de la confédération, elle permettait justement ce principe de proportionnalité qui n'y aura plus aujourd'hui. On sait que les cantons, ils vont être beaucoup plus soumis à des lobbies de pression locale, etc. Et puis voilà, il y a des cantons où effectivement cette
ce principe de proportionnalité risque d'être vraiment mis à mal. C'est vrai qu'à Genève, on est moins mis en danger par rapport à ça, mais on va pas parler du Valais, mais déjà quand c'est clairement juridiquement réglé, on a des soucis avec des tirs qui sont autorisés alors qu'ils sont illégaux. Voilà, qu'est-ce que ça va devenir si on laisse encore plus de pouvoir au canton pour ce genre de choses? Je pense effectivement que c'est un point central, ça. Hein. Actuellement, il y a déjà des loups qui sont tirés légalement. Et je crois que tout le monde l'accepte plus ou moins bien, c'est un fait. Certaines personnes dont je fais partie seraient même pour éventuellement donner, dans certains cas, sous le couvert justement de la Confédération, un droit de défense aux éleveurs. Pourquoi pas? Si les loups doivent être tirés, autant que ce soit la personne qui soit sur place qui le fasse, hein, pourquoi pas. Par rapport justement à ce contrôle, cette coordination entre les cantons, la Confédération, etc., ce qui me semble très important, et j'étendrai même ça à d'autres espèces comme le cerf, c'est qu'en fait, si on veut gérer correctement une population d'animaux qui se déplacent énormément, il faut forcément une coordination. Nous, on vit ça à Genève avec les cerfs. On a une population qu'on appelle Dole, Gex, Versoix, qu'on se partage en 2 pays et 2 cantons. Si on n'a pas une vision commune et une coordination commune, c'est mon expression, c'est le foutoir. Et c'est un peu ce qui se passe maintenant. Donc on travaille justement avec la France et le canton de Vaud pour avoir une certaine vision commune. Et ça me paraît indispensable. Pour les grandes espèces qui se déplacent beaucoup, on ne peut pas avoir une vision locale sur quelques dizaines ou centaines de kilomètres carrés. Ce n'est pas suffisant. De l'autre côté, pardon, ouais. Je pense aussi que si justement l'ouvrage doit être mis sur le métier, si on veut arriver à un bon résultat, il faudra aussi peut-être que les associations de protection de la nature lâchent un peu du lest sur certaines espèces. Moi, je pense particulièrement, par exemple, au tétralyre. Ce qui se tire comme tétralyre maintenant, c'est que des mâles. Il y en a très peu. C'est pas ça qui met la population de tétralyre en péril. Je pense que là, il y a des négociations peut-être à avoir. Pour la gopette, je suis plus partagé, mais il y a une espèce dont on n'a pas parlé du tout. C'est le lièvre brun, où là, peut-être, il y a aussi quelque chose à faire. Alors, peut-être qu'il faudrait mettre un statut intermédiaire pour certaines espèces. Voilà. Mais je pense qu'il y a des... Voilà, je pense qu'il faut que chacun se détende un peu sur certains sujets. Je pense que là, ça a été des fronts trop passionnés ou trop arrêtés de chaque côté. Et puis, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de consensus, en fait. Ouais, alors, moi, je parle d'une reconnaissance et d'une valorisation de la profession des bergers avec la présence des grands prédateurs. Je ne partage pas ton optimisme alors, par rapport à confier la responsabilité du tir aux bergers. Connaissant la plupart de mes collègues, je ne suis pas sûr que ça serait une bonne idée. Bon. Mais celui qui veut le faire à la place du garde... Oui, alors on peut tout imaginer avec un bon encadrement. De toute façon, pour tirer un loup, il faut quand même un dossier assez costaud. Et ça sera toujours le cas quand même si la loi passe, je crois. Mais on peut imaginer, oui, à condition que le berger ait son permis de chasse, etc. Ouais, moi, je suis quand même pour l'option des gardes-faunes. Mais voilà. Ouais, voilà. Par contre, oui, tu parlais, on peut se tutoyer, tu parlais d'un certain nombre de choses qu'on va perdre au niveau de la protection des espèces. Alors moi, j'ai pas vu ça réellement dans la loi. Est-ce que tu peux peut-être nous donner plus de détails? Oui, alors il y a tout un tas d'espèces qui sont aujourd'hui menacées en Suisse. On sait qu'il y a un tiers des espèces en Suisse qui est en train de disparaître. Et c'est vrai que ce qui nous manque, nous, en tant qu'association environnementale, c'est de pouvoir les nommer et les protéger plus que ce qui était le cas auparavant. Et puis que cette nouvelle loi, c'est un héritage d'un ancien Parlement qui n'est pas celui d'aujourd'hui, voilà, qui a été élu avec aussi une vague verte, comme on l'a appelé. Et c'est vrai que ça ne correspond plus aujourd'hui à des volontés citoyennes de pouvoir protéger un certain nombre d'espèces. On sait aussi que cette loi, elle peut prévoir que le Conseil fédéral mette sur la liste des animaux régulables, des animaux protégés. Donc, par exemple, le castor que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est un animal qui avait complètement disparu en Suisse. Il est réapparu il y a 60 ans et ce castor ou le cygne pourrait être mis sur la liste des animaux qui sont chassables.
Oui, c'est une confusion pour moi, parce que moi, il me semblait, on m'avait expliqué au contraire que actuellement, le Conseil fédéral pourrait, par exemple, déclarer le lynx chassable, et qu'avec la nouvelle loi, ça serait plus possible. Alors, c'est le contraire. Non, c'est qu'en fait, la nouvelle loi, elle prévoit un statut un peu nouveau, c'est ces espèces régulables. C'est-à-dire que ce n'est pas des espèces chassables, mais c'est régulable. Et ça, le Conseil fédéral pourra, sans l'avis du Parlement, mettre n'importe quelle espèce régulable. C'est le statut, si la loi passe, c'est le statut du loup et du bouquetin. Ils sont régulables, même dans les districts francs, les futures zones de protection de la faune, etc. Donc ils ne sont pas chassables, c'est pas des espèces chassables, ça reste protégé, mais régulable. Et le Conseil fédéral pourra mettre d'autres espèces dans cette liste. Mais j'imagine que ce n'est pas juste par un effet d'humeur. J'imagine qu'il doit y avoir un travail scientifique derrière, par l'OFEV, qu'il doit y avoir tout ça doit être étayé. Les responsables politiques, ils prennent des décisions sur la base de remontée des spécialistes. Ils ne les prennent pas seuls. Comment ça va se passer? Alors ils sont censés évidemment se baser sur des dossiers complets, des études, etc. Après, démocratiquement, le Conseil fédéral, il peut prendre des décisions plus rapidement et, passez-moi l'expression, peut-être plus à l'emporte-pièce que le Parlement. Il y a déjà beaucoup moins d'individus. C'est aussi la question de ces tirs préventifs qui pose problème et de nouveau de la coordination canton-confédération où les cantons n'auront plus qu'à consulter la confédération mais pourront tout à fait prendre des décisions de tir sans l'aval de la confédération. Donc il y a aussi des choses qui seront beaucoup plus possibles à l'avenir qui ne sont pas aujourd'hui possibles. Parce que justement, je pense que là, on touche un peu le nœud du problème. C'est là qu'on peut avoir des compréhensions différentes suivant les influences qu'on a pu recevoir ou le milieu dans lequel on évolue. Parce que moi, j'avais un peu compris que quelque part, c'était plutôt... voilà, qu'actuellement, le dossier était très long. Par exemple, si on a un problème avec un loup spécifique qui est identifié, on a un dossier, les gardes-faunes ont fait leur travail, etc., etc. Et on a maintenant, le dossier doit passer plusieurs étapes, et en fait, ça prend énormément de temps. Après, on a encore la possibilité de recours des associations qui va rester, je crois, sauf erreur. Voilà. Et quelque part, le fait de pouvoir rester au niveau cantonal et de n'avoir que l'avis consultatif de l'OFEV permettait de gagner un peu du temps. Parce que d'après ce que des gardes-faunes ont pu m'expliquer, c'est qu'une fois que le dossier est abouti, des fois, le loup en question, c'est fini, on ne le trouve plus, quoi. Hein, il va aller peut-être refaire des dégâts ailleurs, parce que souvent, c'est des jeunes un peu immatures qui sont, dans notre cas ici, dans le Val d'Illier, c'était 2 loups, je crois, jeunes, qui sont un peu des adolescents délinquants, qui sont obligés de se débrouiller, etc. Bon, ok. Entre-temps, je crois pas qu'il y a eu de demande de tir d'ailleurs pour ces 2 loups. Mais l'exemple est que ensuite, quand le dossier arrive, ils sont plus là, d'accord. Et que quelque part maintenant, ça va permettre au service de la faune, ça c'est l'avis des gens du service de la faune, de Serge, voilà, puisque c'est lui avec lui que j'ai beaucoup parlé, mais ça va leur permettre de prendre une décision et d'agir. Et que cette possibilité-là, c'est un peu une manière de court-circuiter un braconnage qui se fait selon une autre démarche. C'est le fait de dire, bon, puisque l'administration n'est pas capable de régler le problème, entre guillemets, et que ça prend du temps, etc., 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 nous, on va régler le problème. Et en fait, ils ne règlent pas le problème, ils l'aggravent, parce qu'ils ne sont pas compétents pour le faire, ils ne connaissent pas les individus, etc., etc. Donc, on déclenche quelque part... par difficulté d'agir, on déclenche des mauvaises réactions et on a ensuite du mal à les cadrer. Il y a encore une chose que j'avais pensé dire, c'est que, je ne sais pas, mais je crois que ce problème, il n'est pas seulement lié au Valais. Hein. Je crois que dans le Jura aussi, on a des tirs illégaux. Je crois qu'au Tessin aussi, on a des tirs illégaux. Hein. Je crois qu'il y a quand même... c'est un peu généralisé. On disait que les lynx qui sont retrouvés morts, soit par accident, soit par mort naturelle, etc., 20%
avaient pris du plomb une fois dans leur vie. Je crois qu'on a quand même un souci avec le braconnage. Ce qui a été constaté souvent avec les lynx qui ont été retrouvés morts, soit shootés par la route ou autre, c'est que... Non, avec les lynx, pardon, je me fourvoie. Ce qui a été observé souvent chez les lynx qui ont été tirés par des gardes parce que c'était des lynx dits spécialisés, c'est-à-dire qu'ils attaquaient beaucoup de troupeaux, c'est que souvent ils étaient pleins de plomb. Donc en fait, c'est parce qu'ils étaient affaiblis qu'ils allaient plutôt sur les moutons, parce que le lynx il préfère un bon chevreuil bien vivant qu'un mouton plein de laine. Je vous propose de prendre une dernière question et puis après on va clore. Oui, j'ai cru comprendre qu'avec cette nouvelle loi, on pourrait chasser dans des zones actuellement protégées, donc des sites, je dis pro-natura parce que je vous regarde, mais des réserves naturelles, qui n'est pas le cas maintenant. Alors maintenant, il y a des possibilités de chasser dans les districts francs fédéraux. Ça se fait déjà. On peut être pour ou contre, voilà, c'est une chose qui existe. Là, ce sera différent, c'est-à-dire qu'on pourra tirer les espèces régulables, donc les espèces protégées régulables dans les districts francs, ce qui maintenant n'est pas possible. Donc les loups et les bouquetins. Bien. Après, il y a une autre chose moi, qui me touche toujours. On parle toujours des excès de la nature, on parle toujours des espèces qui prolifèrent, qui posent des problèmes, etc. Alain Rauss a parlé du lièvre tout à l'heure. Je trouve très symptomatique. Quand il n'y en a pas assez, on n'agit pas. On a des populations de lièvres, on ne connaît pas l'état initial, mais mettons qu'on a une population de 25 lièvres au kilomètre carré. Si cette population diminue, on ne peut pas faire grand-chose, c'est la fatalité. Dès qu'on arrive à 35 lièvres, il y a tout de suite des plaintes, il faut en enlever 10, c'est pas possible, etc. Donc on est toujours en train de limer vers le haut, mais on ne prend pas vraiment soin de ce qui se passe dessous. Et dans des espèces qui sont justement critiques, le lièvre, on a une population florissante à Genève, mais ce n'est pas le cas de toute la Suisse. Le lagopède, on en a parlé, le petit tétra, Alain Rauss est optimiste par rapport à la chasse, mais c'est toutes des espèces qui souffrent de multifacteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir la sagesse d'essayer de se calmer un peu et puis de les laisser reprendre un peu du poil ou de la plume de la bête et puis d'avoir une vision un tout petit peu plus généreuse à l'égard de ces espèces. Le lagopède, on va le perdre avec le réchauffement climatique, avec les remontées mécaniques, avec tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je pense qu'on devrait être un tout petit peu en deçà qu'au-delà. Et on doit être un peu vigilant, il faut être un petit peu plus empathique avec cette nature, il faut un peu plus l'aimer, il faut un peu plus la respecter. Elle n'est pas juste là pour qu'on la prélève et puis enlever dès qu'elle nous pose des problèmes. On doit avoir plus un aspect de cohabitation et puis de moins regarder toujours ce qui ne va pas, d'essayer aussi de regarder ce qui va, de l'aimer, de la protéger pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle rapporte toujours. Merci beaucoup Pierre, je pense que ça pourra servir de conclusion à cette soirée. Je vous remercie pour votre participation et à une prochaine. Merci. Merci. On va s'applaudir pour les Français.